Voici la route que je pratiquais tous les jours pour monter chez moi et aller sur mon lieu de travail. Une semaine après avoir fini les travaux, la montagne est tombée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait quand même 4 mois que j'alertais la carrière, les services techniques. Et donc j'ai plus de revenus. Tout simplement, plus de revenus, plus de maison. Là, je suis dans une petite case de 40 mètres carrés en bord de national. Pas de machine à laver, pas de canapé, rien du tout, pas de confort. Et pour eux, les dommages qui peuvent se causer sont des dommages collatéraux. On se croirait un petit peu à la guerre où pour gagner des milliards ou gagner des territoires, on peut avoir quelques pertes. Bah, apparemment, c'est leur état d'esprit. Au niveau environnemental, ils en ont rien à faire. Ça ne se passerait pas comme ça en métropole, c'est clair. On reste un département d'outre-mer. Effectivement, c'est une grosse compagnie qui a beaucoup d'argent. Et à mon avis, ils font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils étaient prêts à laisser une mère et sa fille de 12 ans jusqu'au dernier moment, jusqu'à moins de 24 heures avant la chute, prendre le risque de mourir. Je comprends pas. Dé, un nom qui évoque les couchers de soleil, les plages de Grand'Anse, les jardins fleuris, les maisons en bois peint. Ce petit bourg de Basse-Terre, lové entre terre et montagne, a été élu 4e village préféré des Français en 2024. Une carte postale vivante posée sur la façade ouest de la Guadeloupe. Mais derrière les images de rêve, aux abords de la ville, une cicatrice géante défigure le paysage. Ce trou dans la montagne qui ne cesse de s'agrandir, c'est une carrière. Elle est gérée par la société antillaise de Granulat qui appartient au groupe Audemars, une entreprise des Alpes-Maritimes opérant dans les territoires d'outre-mer. Depuis plus de 40 ans, cette société exploite sans relâche la montagne pour en extraire du granulat et alimenter les marchés du BTP. Elle en tire des dizaines de millions d'euros de bénéfices chaque année. Cela fait des années que certains alertent sur le danger sécuritaire et environnemental que cette carrière fait peser sur les riverains. Mais rien n'y fait. La carrière continue d'exploiter et de s'étendre. Jusqu'à ce jour du 4 décembre 2024, un pan entier de terrain s'effondre sur les hauteurs de Savane-Paille. La route communale disparaît, emportant une maison entière et piégeant les autres foyers nichés plus haut. La maison détruite est celle de Julie Garcia, une mère de famille qui a échappé de peu à l'effondrement. Elle se bat aujourd'hui pour récupérer sa vie. J'avais un rêve en arrivant ici, c'était de faire un écolodge. Et j'avais pas d'argent. J'avais personne pour m'en donner ni m'en prêter. Donc j'ai travaillé. Petit à petit, d'un petit resto à un bon boulot, à un autre petit resto et quelques économies. Et beaucoup de travail. J'ai réussi à y arriver, à toucher du doigt mon rêve dans les montagnes, au calme. Un beau terrain, de quoi cultiver, élever mon enfant. J'ai pu acheter enfin ce terrain en août 2023. J'ai écouté les conseils. Eux, a priori, m'ont confirmé qu'ils exploitaient leur carrière en toute sécurité, avec les autorisations qu'ils avaient, qu'ils respectaient leur cahier des charges, que je n'avais pas à m'inquiéter de ce côté-là. La carrière est arrivée 20 ans après la construction de ma maison, sous Félix Flémin, qui était le maire à l'époque, et qui a beaucoup bataillé pour que la carrière ne puisse pas s'agrandir, n'ait pas les autorisations d'agrandissement. Toutes les batailles qui ont été menées leur ont jamais empêché de continuer à travailler, à évoluer, à agrandir la carrière, à modifier le cahier des charges. Pas mal d'alertes ont été données à l'époque. Depuis une vingtaine d'années, la carrière n'a cessé de s'étendre, jusqu'à n'être plus qu'à quelques mètres de la maison de Julie Garcia au moment de l'effondrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait quand même 4 mois que j'alertais la carrière, les services techniques de la commune aussi. Le directeur de la carrière régulièrement, que j'ai appelé quasiment tous les 15 jours ou 3 semaines.
Il y a eu des failles vraiment plus importantes qui sont apparues, qui traversaient mon terrain, la route d'un côté de mon terrain et de l'autre côté de mon terrain. Et j'ai discuté un petit peu avec mon voisin, David Kettel, en montant pour aller voir un petit peu comment c'était plus haut. Et lui m'a dit que ça devenait assez inquiétant. Alors quand je me suis installé, la carrière existait déjà, mais les frontières de la carrière étaient vraiment beaucoup plus loin. On m'a garanti qu'il n'y aurait jamais de problème, ou que s'il y avait des problèmes, ils auraient été résolus très rapidement, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mais non, on n'a jamais cru que ça n'arriverait là. On a souvent senti les explosions de tirs de mines, on sentait de plus en plus les vibrations. Mais on ne pensait pas que ça pouvait arriver, que ça soit aussi brutal. Voilà. La veille de la chute, j'ai alerté le directeur de la carrière. Il est venu, il a constaté. Je lui ai expliqué quand même avec insistance que c'était une faille qui se créait, qui traversait ma maison, les murs, le terrain, le chemin, et qui allait d'un talus à l'autre de la carrière. Donc j'ai été plus insistante ce jour-là. Et le lendemain matin, le mardi matin, donc le jour où la maison, où la montagne est tombée, les voisins, eux, allaient de leur côté alerter Madame le maire d'EDF. Et avec insistance aussi, parce qu'on a eu du mal à se faire entendre. Comme je voyais que la route se déformait de plus en plus, nous avons vu Madame le maire la veille de l'effondrement, en lui disant que ça ne pouvait plus durer, que la route était en train de partir, qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc moi-même, j'ai pris des photos que je lui ai montrées, et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert l'ampleur de la catastrophe qui était à venir. C'est à partir de là qu'elle a appelé ses services techniques qui sont montés voir. Après, la police municipale est montée, est venue nous dire qu'il ne fallait plus qu'on sorte de la maison. 1 heure après, on a eu la gendarmerie qui, elle, nous a évacués fermement. Heureusement que ce jour-là, eux comme moi, on a eu la présence d'esprit et l'instinct de se dire que là, c'était trop, qu'il y avait vraiment un problème et qu'il fallait réagir maintenant. Et le mardi soir, à 17h40, j'évacuais encore mes 2 chats. Et à 19h, la montagne emportait une bonne partie de la route et toute ma maison. La montagne, elle est tombée avec tout mon rêve, avec mon écolodge, ma maison, ma vie, avec tous les souvenirs que j'ai pu accumuler durant mes nombreux voyages, avec tous les petits meubles que j'avais chinés, avec mon vieux piano, avec toutes ces choses, tous les souvenirs d'enfance de ma fille, les lettres de ma grand-mère qui est décédée il y a quelques mois. Voilà. Tout ça est tombé. Et maintenant, j'attends des réponses. Plus de source de revenus. Là, j'essaye de trouver moyen de retravailler dans un petit local, mais bon, même si on démarre une affaire, elle ne démarre pas comme ça. On ne gagne pas de l'argent tout de suite, on en dépense plus qu'autre chose. Donc, pour le moment... Je fais de la vanille. La vanille, il faut compter 6 ans avant d'avoir une bonne production. Bon, je recommence maintenant. C'est trop tard. Je ne peux plus travailler, puisque l'exploitation est avec la maison. On ne peut plus vivre dans la maison, et donc j'ai plus de revenus. Tout simplement, plus de revenus, plus de maison. Et en plus, j'avais une vue magnifique. Je me lève le matin, je vois la mer, je vois Antigues, je vois Montserrat. Je pensais faire quelque chose avec de l'agrotourisme, préparer ma retraite. Et là, je me retrouve, nouveau départ. Nouveau départ. Là, je suis dans une petite case de 40 mètres carrés en bord de nationale, avec un chien qui n'est pas du tout habitué comme ça au bord de la route et qui s'est fait déjà taper par une voiture.
Voilà, pas de machine à laver, pas de canapé, rien du tout, pas de confort. Ça s'est passé au mois de décembre et on est relogé, enfin payé par la mairie ou la préfecture, j'ai pas très bien compris, jusqu'au mois de février. Ensuite, on doit se débrouiller. On va aller voir l'état de la route maintenant. Allez. Ça, c'est une maison de campagne qui appartient à un monsieur qui est dans le même cas que nous. Hein. Ben voilà, il ne peut plus y venir non plus. Il y a une fissure qui part de l'intérieur de la carrière, qui traverse la route, qui prend toute cette partie enherbée là, et qui continue à monter dans la forêt. Ouais, elle remonte sur au moins 300 mètres. C'est un gros morceau de la montagne qui risque de partir, oui. Il y a des rangées de cocotiers, il y a du manioc, et il y a du ricin qu'on appelle roucou, et des avocatiers plantés ici. Tout le bois là, c'est de la vanille. Le 5 décembre 2024, 2 jours après l'effondrement, la préfecture de Guadeloupe publie un arrêté. Elle interdit l'accès aux carreaux de la carrière et exige l'arrêt immédiat de toutes les activités dans les secteurs instables. La SADG est sommée de réaliser des expertises indépendantes. Mais sur place, les habitants constatent tout l'inverse. Le 7 janvier, alors même que la préfecture publie sur Twitter que l'arrêté est respecté, les riverains entendent les foreuses, voient les camions, l'exploitation continue. Pire, le 10 janvier, les caméras de Blast filment les machines à l'œuvre. Les tirs sont préparés, des camions chargés, en pleine zone interdite. Les plots de tir, ils sont déjà en place. On voit toutes les marques rouges. On a des camions sur le bas. On a une foreuse de l'autre côté. Donc, s'il continue à travailler. Il n'a pas le droit d'être là, il va où? Il va ramasser les cailloux que les mecs sont en train d'extraire en dessous de nous, là. Et ils nous disent que non, c'est pas possible, que non, les gens ne travaillent pas. Et pourtant, ils sont au travail, on entend les machines. Voilà. Tu entends la foreuse? Ouais, tu entends le bruit particulier que ça fait? Voilà. Voilà. L'entreprise viole ouvertement l'arrêté préfectoral. Une nouvelle plainte est aussitôt déposée. Le 15 janvier, le tribunal judiciaire de Basse-Terre met fin à ce jeu d'apparence. Il ordonne la suspension immédiate de toutes les activités sur site, constate des manquements graves et impose la désignation d'un expert indépendant. Pour la première fois, la justice siffle la fin de la récréation. Mais pour les sinistrés, c'est déjà trop tard. Moi, ça fait un peu plus d'un mois là que je ne fais rien, j'ai plus d'activité. Plus aucune activité. Et eux, ils bossent. Voilà, c'est ça, c'est chiant, quoi. Pour eux, les dommages qui peuvent se causer sont des dommages collatéraux. On se croirait un petit peu à la guerre où, pour gagner des milliards ou gagner des territoires, on peut avoir quelques pertes. Bah, apparemment, c'est leur état d'esprit. Ils ne sont pas tout seuls, hein. Ils sont accompagnés par les administrations, par les gens qui devraient s'inquiéter de la manière dont ils exploitent leur carrière. Est-ce qu'ils le font avec sécurité? Est-ce qu'ils le font aux normes? Personne ne leur demande rien. Bah, si personne ne nous demande rien, nous on continue. Logique. Ils possèdent une carrière en Guyane, une carrière en Martinique, des carrières je ne sais pas où. Effectivement, c'est une grosse compagnie qui a beaucoup d'argent. Et à mon avis, ils font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc tout ce qui est environnemental, ils n'en ont rien à faire, franchement rien à faire. Parce qu'on est en pleine forêt. Quand sur mon exploitation, je coupe un arbre, nous avons l'ONF qui monte pour voir qu'est-ce qu'on fait, si on ne déboise pas, si on fait ceci, si on fait cela. Or, juste à côté, ils déboisent par hectare. Personne ne leur dit rien. Ils ont détourné le cours d'une rivière, personne ne leur a rien dit. Donc, au niveau environnemental, ils n'en ont rien à faire. Ça ne se passerait pas comme ça en métropole, c'est clair. On reste un département d'outre-mer. Et c'est quand même une vingtaine d'années d'investissement quand même. Hein. Je ne pense pas qu'on va retrouver les mêmes conditions. De toute façon, on ne pourra pas vendre, ou si on va vendre une bouchée de pain.
ce qui n'était pas le but à la base. Oui. On s'était dit que c'était l'héritage de nos enfants, hein, puisqu'on a 4 enfants en tout, et voilà quoi. Donc je ne sais même pas qu'est-ce que je vais leur laisser. Moi, personnellement, ce qui me met le plus en colère, c'est que j'ai alerté. Ils sont venus voir. Ils ont vu les fissures, ils ont vu les failles s'agrandir. Et ils étaient prêts à laisser une mère et sa fille de 12 ans jusqu'au dernier moment, jusqu'à moins de 24 heures avant la chute, prendre le risque de mourir. Je comprends pas. J'ai un espoir, parce que j'ai pas d'autre vie. Ouais. Tu peux arrêter ton truc là? S'il te plaît. Bien sûr. T'es là-bas, à la fin de la route. Voilà. Là, c'est mon rêve qui s'est effondré, quoi. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Aujourd'hui, l'exploitation est à l'arrêt. La carrière a été suspendue par décision de justice, mais cette suspension n'est que temporaire. Le bras de fer judiciaire entre les 16 requérants, des habitants, des agriculteurs, des familles et la multinationale Audemars ne fait que commencer. Une expertise indépendante est en cours. Son rapport est attendu pour le 31 août 2025. C'est à cette date-là que se jouera, peut-être, le sort de toute une montagne.